Moi, j'ai vu, ça fait depuis 2015 que vous êtes à la tête de Lozinger. Oui. Donc, bravo, ça fait 10 ans. Merci. Pendant ces 10 ans, comment l'entreprise a évolué en interne? Comment votre organisation a changé? Parce que, par exemple, il y a, j'imagine, des pôles de compétences plutôt que des équipes qui sont uniquement sur un projet. Oui. Moi, je dirais qu'on a gagné en agilité, c'est-à-dire que en fonction du besoin, que ce soit un besoin du marché dans le cadre du développement immobilier ou le besoin d'un client dans le cadre d'un appel d'offres, on est capable de composer une équipe de façon à mieux répondre à cette attente. Donc là où on avait des structures avec peut-être des filières hiérarchiques assez fortes, on est entré dans beaucoup plus de perméabilité entre les structures. Les collaborateurs ne sont plus le collaborateur d'un chef, mais sont des compétences au service de l'entreprise. C'est valorisant pour les collaborateurs et puis ça donne du sens à nos démarches. On met les bonnes ressources au bon endroit. Donc, je dirais qu'on a une organisation qui est devenue plus agile, probablement plus plate aussi, avec moins de structure hiérarchique. Intéressant. Hein. Et puis ça permet aujourd'hui de répondre aux défis qui sont actuels, qui sont finalement des projets plus grands pour vous. Là, on parle de quartier, plus souvent qu'un bâtiment unique, avec une multiplicité de demandes, de maîtres d'ouvrage, de programmes. Alors ça permet de répondre à des projets, on va dire, de plus grande complexité, que ce soit par leur taille, le nombre de leurs interlocuteurs, mais aussi de plus grande complexité par le produit. Si on est sur un hôpital, par exemple, il y a des compétences particulières. Il faut être capable d'aller chercher les sachants pour les positionner au bon moment sur un projet, sur une démarche. Donc, cette agilité, elle nous permet de mieux appréhender l'évolution du marché, l'évolution de nos clients, mais aussi tout d'un coup les aléas liés à une découverte archéologique sur le projet. Je dis ça, c'est un exemple, mais c'est des choses qui peuvent arriver, ou un problème de pollution ailleurs qui peut ralentir un projet. Il faut se réorganiser, mais aujourd'hui, on a vraiment des collaborateurs qui ont une mobilité plus importante. Pour moi, c'est vraiment un des éléments qui s'est développé. Notre gros enjeu, je pense, c'est d'arriver à avoir cette agilité transversalement, c'est-à-dire au-delà de la problématique linguistique. Et ça, c'est encore un enjeu. On ne peut pas exiger que chaque collaborateur soit bilingue. Ouais. Donc, en fait, on doit être capable d'avoir des équipes qui sont à cheval sur la frontière linguistique pour pouvoir soit intervenir d'un côté, soit de l'autre. Donc, de nouveau, c'est comment j'optimise les ressources pour satisfaire au marché, mais à ses aléas également. Ouais. Vous avez parlé aussi beaucoup plus souvent de la durée de vie du bâtiment, de l'attention dès le développement pour finalement l'exploitation du bâtiment. Est-ce que dans vos équipes, vous avez par rapport à ça des nouveaux profils, ou est-ce que vous avez peut-être des nouvelles compétences que vous allez proposer à vos clients? Alors, on a quelques personnes qui viennent avec un profil qui est, alors pas directement d'asset manager, mais qui a une compréhension de l'asset management et surtout de l'exploitation du bâtiment. Mais on a aussi la possibilité de s'appuyer sur le groupe. On a des structures dans le groupe qui font ce genre de prestations. Donc, mais je dirais, d'une manière générale, c'est une compétence qu'on se doit de développer parce que l'approche globale, comme le disait Lilia quand elle parlait du projet, ça devient une réalité aussi chez les investisseurs. Donc en fait, ils ne vont pas se satisfaire simplement de l'acte de construire. On doit être capable de penser le bâti au-delà. Alors l'exploitation au jour le jour, c'est une chose, mais l'évolution du bien immobilier,
par un changement de locataire, par un changement de besoin de la société, nécessite de penser le bâtiment, à penser un bâtiment flexible, agile. Donc là, il faut être capable de trouver des solutions techniques, mais il faut aussi être capable d'anticiper les évolutions des besoins. Et là, typiquement, quand on travaillait sur notre projet d'Iconut, à l'époque, vous connaissez certainement, à Gland, on a travaillé avec le laboratoire de sociologie urbaine de l'EPFL qui nous a aidé à identifier quels seraient les besoins à venir. Et c'est ce qui est très difficile dans notre business, parce que le temps de développement est long. Donc les besoins que vous imaginez au démarrage du projet, ça ne sera pas forcément les mêmes quand vous êtes à la fin du projet. Donc vous devez être capable de voir ces besoins évoluer, et même d'anticiper les évolutions de ces besoins. Ouais. C'est le défi de ne pas arriver avec un projet construit, mais qui soit déjà vieux. Oui, tout à fait. Et ça nécessite non seulement des solutions techniques, mais aussi une perception de l'évolution de la société. Ouais. Ça, parce que c'est passionnant. C'est passionnant, mais en fait, on est sur un cycle de développement très long et tout d'un coup, vous avez quelque chose qui est assez figé. Comment dire, l'immobilier, c'est immobile. Sur des décennies. Voilà. Après, donc en fait, comment je permets à mon investisseur, à mon client, à mon maître d'ouvrage d'avoir un bien qui ne perd pas de valeur parce que tout d'un coup, on est dans l'obsolescence des... Voilà, exactement. Ouais, effectivement. Et puis, on est venu aussi sur des thèmes qui sont actuels. La rénovation, bien sûr, oui. Et puis le reuse, la réutilisation. Oui. On en est au balbutiement, là. Comment vous arrivez à gérer ça? Il faudrait une filière, il faut quelque chose, comment on voit les choses? La grande chose, pour moi, il y a deux choses à gérer. La première chose à gérer, c'est il y a une question de temporalité. Les matériaux dont vous pourriez avoir besoin ne sont peut-être pas encore disponibles ou ne sont plus disponibles. Donc, comment je gère une temporalité qui n'est pas forcément la même entre un bâtiment que je déconstruis et un bâtiment que je construis. Bien sûr. Il y a le sujet de l'acceptation par les maîtres d'ouvrage d'avoir comment est-ce qu'on va dire, des matériaux, des produits de réemploi. Et puis, finalement, il y a peut-être un troisième point quand même, qui est le point qui est à l'origine de tout, c'est la capacité à concevoir des bâtiments qui sont déconstructibles. C'est-à-dire que si on veut être dans une vraie logique de réemploi, ce qu'on conçoit aujourd'hui, on doit le concevoir pour pouvoir être déconstruit, non pas démoli. Donc en fait, quand on parle d'économie circulaire, oui, il y a ce qu'on peut faire au jour le jour en récupérant un faux plancher, c'est très bien, mais on doit surtout se poser la question de comment on conçoit les nouveaux bâtiments de façon à pouvoir permettre cette déconstructibilité. Dans le futur. Ouais. Excellent. Et je vous donne un exemple, c'est quand vous faites une halle industrielle, vous pouvez faire une enveloppe avec une tôle intérieure, une isolation fixée mécaniquement, une tôle extérieure. Ça coûte un peu plus cher, mais quand vous devez faire une ouverture, quand vous devez vous démonter, ça se démonte bien. Quand vous faites la même halle en panneau sandwich, vous le fichez loin et vous n'êtes même pas capable de récupérer l'acier parce qu'en fait il est collé, donc finalement c'est... Donc, la conception doit nous permettre aussi de réduire le volume de déchets au sens matériaux de démolition non utilisables parce que finalement collés, parce que agglomérés. Donc c'est un peu comme sur le climat. On doit aujourd'hui travailler sur des bâtiments qui sont résilients aux problématiques climatiques, mais on doit travailler sur des bâtiments qui génèrent moins d'empreinte carbone, pour éviter encore un accroissement de l'impact sur le climat. Là, c'est la même chose. On doit aujourd'hui travailler sur le réemploi de matériaux, mais on doit aussi travailler sur la conception pour que le réemploi soit possible à terme. Donc, c'est vraiment cette vision à très long terme de ce qu'on fait. Et moi, c'est ce que je trouve aujourd'hui captivant dans l'acte pas seulement de construire, mais de concevoir et puis d'être en amont des projets. On parle de valeur ajoutée à plusieurs stades de nos projets. Pour moi, c'est vraiment l'ADN de Losinger Marazzi que de pouvoir
être très en amont, identifier les problématiques, voire même des fois des problématiques que le client dont il n'a encore pas complètement pris conscience, mais qui à terme, on lui offre des solutions sur des problématiques à venir. Ouais, effectivement. Et puis si j'ose quelques questions plus personnelles, je vois votre passion. Hein, donc, d'où vient cette passion? Est-ce que dans votre famille, vous étiez déjà dans la construction? Non. Vos parents, que faisaient vos parents? Quel est votre parcours? La passion, moi je pense que la vie elle est trop courte pour qu'on s'embête. Ouais. Donc en fait, la vie professionnelle, on doit la vivre avec envie, on doit trouver... en fait, on doit y trouver du plaisir. Donc le plaisir et la passion, pour moi, c'est des choses qui sont assez liées. Pour moi, c'est cette capacité à faire bouger les choses qui me motive. Et en fait, d'où est-ce qu'elle vient? Alors, j'ai pas d'antécédents dans la famille au niveau de la construction. J'ai un père qui est ingénieur forestier, mais c'est pas directement lié. Non, d'où est-ce que ça me vient? Moi, je crois que c'est le plaisir. C'est le plaisir de voir quelque chose de concret quand on a terminé son année et qu'on fait le bilan de son activité. On se dit, mais on a réalisé quelque chose et c'est pas la réalisation de l'ouvrage emblématique, on va dire. C'est pas une question d'ego. Moi, j'ai réalisé ça. Non, c'est finalement on a réussi à satisfaire le besoin d'utilisateurs. Moi, j'ai du plaisir à avoir un quartier où les gens vivent, où les gens s'amusent. Le fait qu'à Ekenot, ils aient leur marché, leurs activités, leur vie de quartier, moi, je trouve... la vie, quoi. Oui, finalement, on est passé de réaliser des surfaces de logement à permettre à des gens de s'épanouir, de vivre dans un... Et c'est la même chose dans les bureaux. Quand vous créez un espace... On a réalisé un bâtiment à Berne, dans le triangle autoroutier quand on fait Lausanne-Zurich ou Lausanne-Thun, il y a un triangle là et on a fait un bâtiment très, très sympa, bâtiment à énergie positive. Et en fait, quand on a cherché les premiers prospects, beaucoup nous ont dit « Ah mais c'est bruyant, on est au milieu du... » Puis finalement, c'est un bâtiment en bois, donc façade photovoltaïque, quelque chose de vraiment qualitatif. 131. Oui, bien 131, exactement. Et en fait, plusieurs fois, j'ai dit à des prospects, écoutez, allez voir, et je vous propose la chose suivante. Si vous êtes intéressé par le site d'une manière générale, on peut imaginer un deal qui est que vous reprenez les surfaces que nous on a aujourd'hui à Berne, donc qui était juste à 300 mètres de Berne 131, et nous on déménage dans Berne 131. Okay. J'ai pas eu besoin de déménager, ils ont tous pris les surfaces dans Berne 131. Et honnêtement, quand on se balade dans ce bâtiment, on se dit mais chouette, on a créé des espaces de travail où les gens vont avoir du plaisir parce qu'on se sent bien. Et ça, je trouve que c'est motivant. Participe à créer la vie, les endroits où les gens vont vivre, travailler, quelque chose de qualitatif. Ouais, c'est quelque chose de chaleureux. Voilà, comme je disais, dans son quotidien, au boulot, on doit aussi trouver du plaisir. Donc, si on est capable de créer un contexte dans lequel les gens trouvent du plaisir, que ce soit parce qu'ils ont des appartements sympas, dans un contexte sympa, ou parce qu'ils ont des surfaces de bureaux qui sont accueillantes, chouette, voilà, on a fait notre job. Effectivement, c'est ça. Très bien. Alors, vous avez parlé de plein de projets qui sont dans le pipeline. Oui. Plutôt des gros projets pour l'instant en Suisse alémanique, en Suisse romande. Qu'est-ce qu'on a? Bon, disons que Quai Vernet n'est de loin pas terminé. Non. C'est comme un joli morceau. On démarre à l'instant, maintenant, un projet à Neuchâtel qui s'appelle JD7. C'est un bâtiment en interaction avec l'économie, la microtechnique, l'horlogerie. Donc c'est un bâtiment assez emblématique parce qu'en plus on lui a donné une forme correspondant à un cadran. Ouais. On parle aussi de plus en plus souvent de tours. Oui. Comment vous êtes placé là-dessus ou aussi vous, quelle est votre vision par rapport à ça, de manière par rapport aux thématiques qu'on a affrontées aujourd'hui sur la ville, l'environnement, le futur, etc. Une tour, elle doit s'inscrire dans un contexte urbain qui le permet. C'est comme un signal assez fort.
Mais peut-être que si on parle peut-être de bâtiments élevés sans parler forcément directement de tours, moi je suis favorable à une densité vers le haut, une densification vers le haut, de façon à laisser de la surface au sol. En gros, les surfaces au sol, c'est des surfaces communes. Donc en fait, si on veut que les habitants d'un quartier aient des endroits pour interagir, il faut mieux être dans des bâtiments plus élevés, mais générer de la surface au sol, que d'avoir une densification par une réduction des espaces communs, finalement. Donc moi, je sais que la densification vers le haut, elle fait un peu peur. En Suisse, on est un petit peu frileux. Sans pour autant commencer à faire des gratte-ciel sur tout le territoire suisse, on a du potentiel vers le haut, et puis je pense qu'il faut l'utiliser. Ouais. Et au niveau technique, vous voyez des innovations possibles? J'ai visité la tour de Stefano Boeri à Milan. Je trouve assez exceptionnel quand on est à l'intérieur le ressenti qu'on a. Pour avoir échangé avec les archis, je me pose la question, est-ce qu'on a besoin de ça en Suisse, dans le sens que la tour, dans un environnement urbain comme à Milan, cette tour arborisée, elle fait probablement du sens. Ouais. Est-ce qu'elle fait autant de sens dans une agglomération où on est à 10 minutes de la prochaine forêt? Voilà, c'est un geste architectural assez fort. Moi, je trouve ça, moi, j'aime bien, mais je pense qu'il faut faire attention on ne peut pas faire du copy-paste. Il faut vraiment se poser la question, quel est le besoin que j'ai à cet endroit et comment j'y satisfais. Sur chaque quartier, on apprend quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on va pouvoir réutiliser tel quel sur le quartier d'après. On apprend à traiter une nouvelle problématique. Ouais. Mais par contre, cette problématique, elle sera traitée, ou respectivement, la réponse ou la solution ne sera pas la même sur le quartier suivant. Et je pense que c'est vraiment le maître mot dans notre métier, c'est qu'on doit identifier les problématiques, on doit avoir les compétences pour trouver des solutions, mais c'est des solutions qui sont chaque fois des solutions sur mesure, parce que chaque bâtiment est dans un contexte différent et appelle une solution différente. Effectivement, le lieu a son importance, voilà, exactement. Le lieu, l'investisseur, les utilisateurs. Donc, oui, ça veut dire qu'il faut avoir la modestie de remettre les solutions qu'on a développées en cause systématiquement. J'entends. Building for Life. Je vois que c'est pas qu'un slogan. Non, je pense que c'est quelque chose qui nous anime. Et puis on a de la chance parce que Losinger était une entreprise qui avait l'esprit pionnier dans l'ADN, Marazzi aussi et Bouygues aussi. Donc j'entends, c'est pas un hasard si on aime se positionner sur des sujets, on va dire, assez complexes et précurseurs, en sachant que l'enjeu, c'est d'être précurseur, mais de ne pas être déconnecté du marché non plus. Il faut anticiper les sujets, il faut être capable de trouver des solutions, mais il faut pas être... il faut pas laisser nos clients sur le quai. Hein. On doit être capable de les embarquer, donc on doit garder quand même les pieds dans le concret, rester ancré dans la réalité. On ne peut pas se permettre vouloir trop anticiper les problématiques peut nous déconnecter. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit quand même maîtriser. Ouais. Merci. Voilà. Vous êtes prêts pour les prochains 10 ans? Je sais pas, c'est aussi quelque chose. Oui, mais je remets ça aussi en cause. Non, il y a du job. On a la chance d'avoir une équipe de direction qui a passablement, qui a été agile, qui s'est développée. On a aujourd'hui une constitution de l'équipe qui est très diverse. C'est vraiment une évolution finalement assez rapide sur la dernière décennie, les derniers 15-20 ans. Des fois, on aimerait que ça aille plus vite, mais je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Moi, j'ai eu la chance d'avoir aussi des prédécesseurs qui avaient on va dire, bien préparé le terrain, dans le sens que
on avait déjà des bons, on avait les directions, des schémas directeurs qui étaient bien ancrés, donc ça nous a permis d'avoir cette évolution. Mais oui, il a fallu aussi probablement entrer dans un mode, un fonctionnement d'entreprise plus participatif. Alors, j'entends donner du sens, mais il y a quand même des gens qui doivent prendre des responsabilités et puis qui sont nommés pour ça. Mais quand même, le fait de consulter, le fait d'aller chercher des avis, le fait de parfois les intégrer, mais parfois aussi d'être capable de dire non, mais ça donne aussi du sens aux équipes. Hein. Ça génère de l'adhésion. Voilà. Merci beaucoup. C'est un plaisir.